Donc les climate dividends ou dividendes climat en français, c'est ce que je disais, c'est le miroir d'un dividende financier pour le climat. L'idée, c'était de se dire, aujourd'hui, quand tu es une entreprise qui réussit économiquement, qui dégage un bénéfice, une marge, à terme, tu vas pouvoir distribuer des dividendes financiers à tes actionnaires. C'est de l'argent, un dividende financier, mais c'est aussi, si on repense un peu à ce que c'est au départ, c'est une preuve de création de valeur. Une start-up, au départ, elle ne crée pas de valeur économique, du coup, elle ne distribue pas de dividendes financiers. Et l'idée, c'était de se dire, pourquoi il n'y a pas la même chose pour une entreprise qui réussit climatiquement ? Et ce qu'on veut dire par réussir climatiquement, c'est assez important. C'est pas tant une entreprise qui fait moins mal, qui réduit son empreinte carbone, ce qui est important et nécessaire à plein d'égards de faire ça. Mais là, nous, ce qu'on cherche à regarder, c'est vraiment les entreprises qui déploient des produits ou des services qui aident les autres et donc l'économie à se décarboner. C'était vraiment un truc important pour moi quand on a posé les fondamentaux de l'asso, c'était de se dire, nous, on veut contribuer au financement de la transition au sens large et devrait donc, pour que les mesures d'impact soient plus comprises, utilisées et valorisées par les mécanismes de financement au sens large. Je fais beaucoup de trucs au sens large, mais parce que c'était important de se dire que ça rentrait dans un contexte plus global. Donc là, on a ce premier focus climat equity, mais demain, on peut aller voir, et là, on commence déjà à regarder la dette, par exemple, pas que sur toujours le climat, et puis demain, vraiment, ou après-demain, peut-être la biodive, les ressources, etc. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Daphne. Moi, c'est Sophie et je suis heureuse aujourd'hui d'être accompagnée de Damien, mon host, qui est Head of Sustainability chez Daphne. Salut Sophie. Hello. Aujourd'hui, on reçoit Laura Boelier, la cofondatrice de Climate Dividend, une initiative ambitieuse qui veut remettre l'impact climatique au cœur des boîtes, des chiffres et des décisions. Pas à la marge, mais bien au centre comme un vrai KPI, un vrai levier de valeur. Et ensemble, on va parler de climat, de start-up, de VC qui veulent vraiment faire leur part et comment on peut transformer une bonne idée en standard pour tout l'écosystème en un mouvement collectif. Bonjour Laura. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans le podcast de Daphne. Merci à tous les deux. On va te laisser le micro et on va te laisser te présenter. Peux-tu nous dire un peu d'où tu viens, ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a mené à être la Laura d'aujourd'hui ? Vaste question. Donc du coup, aujourd'hui, comme tu l'as dit, je dirige une association qui s'appelle les Dividendes Climat, dont je pense qu'on va reparler. Et avant ça, moi, j'ai plus un passé d'entrepreneuse. J'ai monté une première boîte directe à la sortie de mes études. J'ai toujours été très orientée impact. Mais du coup, le premier impact sur lequel j'ai travaillé, c'est la santé. Donc, on a monté une première entreprise avec 3 cofondateurs qui s'appelait Cobus, dans la e-santé, qui était un logiciel pour les kinésithérapeutes, assez spécifique, mais qui venait d'une expérience pas mal de patiente de kiné, parce que je fais pas mal de sport et donc je me blesse pas mal. Et on a fait ça pendant 5 ans. Et ensuite, on l'a revendu en 2021. Et après, j'ai cherché un nouveau challenge entrepreneurial parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment ça ce que j'aimais faire, mais dans un sujet qui me tenait encore plus à cœur que la santé, qui était le climat. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans l'aventure actuelle. Et tu sais d'où te vient cette fibre entrepreneuriale ? C'est familial ou... Alors, c'est pas du tout familial. Non, j'ai une mère médecin et un père consultant, donc c'est pas hyper entrepreneurial. Mais je pense que j'ai toujours aimé, depuis que je suis petite, faire des projets et je pense c'est inné. Le coup, non, peut-être pas inné, mais enfin, je pense que j'ai eu une éducation très, pas forcément acceptation des règles et très orientée sur la prise de risque, qui fait que c'était des choses qui, pour moi, sont peut-être plus faciles. Voilà. Et est-ce que l'engagement pour le climat, c'était vraiment quelque chose que tu recherchais ? Ou en fait, c'était avoir de l'impact et le climat, c'est parce que ça résonnait Non, c'était vraiment très spécifique, là, impact climat. Depuis que je suis toute petite, je me dis que je vais essayer de changer le monde, en tout cas de contribuer à changer le monde. Quand j'étais gamine, c'était très social. J'avais vraiment une fibre beaucoup plus humaine, etc. Et puis, plus j'ai grandi, plus j'ai aussi fait des études d'école de commerce, donc avec des approches plus économiques, plus systémiques. J'ai eu, on va dire, une approche peut-être plus macro. Et donc, en fait, les enjeux climat, pour moi, c'est des enjeux de transition qui sont en fait très économiques et ça est devenu de plus en plus important. Et puis, à titre perso, j'ai fait une transformation, mais depuis bien avant l'aventure actuelle. Et donc, il y avait aussi ce besoin de pouvoir s'aligner en perso et en pro.
notamment quand on est entrepreneur et qu'on bosse quand même un certain nombre d'heures, c'est quand même plus facile si on bosse sur des choses qui sont vraiment très alignées avec qui on est au quotidien de manière concrète, quoi. Et pour rentrer du coup dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de la mission, peut-être de tes associés, de toute la genèse de Climate Dividends? Oui, alors en fait, les Climate Dividends, c'est pas mon idée. C'est une série de personnes, dont des gens de Team for the Planet. Je crois que vous avez reçu Arthur Aubeuf, un des cofondateurs, récemment. Mais aussi des gens de l'ADEME. Au départ, il y avait aussi des gens de Carbon 4, de pas mal d'endroits dans le monde et d'organisations qui voulaient réfléchir à comment on mesure le taux de retour sur la planète d'un investissement et pas juste le taux de retour sur un financier. Et donc, ils se sont dit, en fait, il n'y a pas grand-chose, c'est bizarre. Donc, inventons, très entrepreneurial comme approche, inventons le truc s'il n'existe pas. Et ils se sont dit, on va faire des dividendes climat, des climate dividends, qui sortent de miroir du dividende financier pour le climat. Et au bout de 9 mois, 1 an, avec un peu un draft, un peu des idées, quand même une première ébauche, ils se sont dit, en fait, il y a un vrai truc là, il y a des besoins, il y a des gens à qui ça parle. Mais si on veut que ça fonctionne, il faut que ça soit un standard, il faut que ça soit indépendant, il faut que ça soit international. Et si on veut que tout ça, ça puisse être réalisé, il faut qu'il y ait quelqu'un dont ce soit le vrai projet. Et pas que ce soit le side project de tout le monde, parce que c'est pas possible. Et du coup, ils ont cherché à recruter un ou une entrepreneuse en l'occurrence, qui allait accepter de prendre ce truc. Donc ça part d'une idée collective, et toi, tu es à la tête seule de... Ouais, du coup, moi, j'ai été recrutée, mais c'est un grand mot, puisqu'il n'y avait pas de structure, pas d'argent, rien, par notamment les gens de Team, qui cherchaient un CEO de Climate Dividends. Et donc, moi, j'étais là, j'ai pas tout compris. Mais je suis ça a l'air cool. Partante. Ça a l'air aligné en termes d'impact. Et donc, go. Et du coup, j'ai commencé en septembre 2022 et on a créé une association officielle en janvier 2023 où j'ai agrégé en membres fondateurs des gens qui étaient un peu dans l'aventure depuis le début. D'accord. Et des gens qui sont rentrés à ce moment-là officiellement en tant que membres fondateurs. Donc, aujourd'hui, il y a Team for the Planet, il y a l'ADEME, il y a d'autres financeurs comme 2050 ou Mirova. Une entreprise qui s'appelle Sweep, qui est spécialisée en évaluation carbone, une petite fondation. Et on a proposé à Brune Poirson, qui est l'ancienne secrétaire d'État à la transition écologique, de prendre la présidence. Et moi, j'ai pris la direction générale opérationnelle et stratégique de l'asso. Et comment tu t'es retrouvée dans cet écosystème ? Est-ce que c'était tu cherchais un écosystème entrepreneurial sur le climat ? Alors c'est vrai qu'à l'époque, Team for the Planet, ils faisaient quand même pas mal de bruit. Enfin, ils en font toujours beaucoup. Ouais, en fait... du coup, c'est des raisons plus perso, mais moi, à l'époque, donc, j'ai fait une grande pause après ma vente de première boîte. J'avais besoin d'un bon break. Et puis ensuite, à l'époque, pour des raisons perso, je voulais aller vivre aux US. Et donc, je cherchais soit une aventure aux US, soit un truc en full télétravail que je puisse faire depuis là-bas. Et je cherchais que des choses dans le climat ou l'éducation éventuellement. Et donc, en fait, j'ai passé 9 mois, qui était assez incroyable d'ailleurs, à rencontrer des tonnes de gens, d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, de projets sur ces sujets, sans forcément chercher quelque chose de spécifique, mais pour voir aussi où est-ce que ça allait me porter, me nourrir, vérifier qu'est-ce que j'avais envie de faire vraiment. Et au bout de 6 mois, déjà, j'étais sûre qu'en fait, je voulais refaire quelque chose d'entrepreneurial, parce que j'arrivais pas à me projeter dans aucun poste un peu trop salarié, très précis. Et dans le climat. Et surtout, je voulais aussi un truc qui était pas mal à la racine. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à l'impact. Il y a plein de manières. Il y a les racines, il y a l'adaptation, il y a plein de choses. Et moi, je me suis rendu compte que moi, et il y a besoin de tout, j'avais envie d'être essayé d'un truc assez systémique, assez dans les causes en amont. Et donc, comme ça, petit à petit, les dividendes climat, ça cochait quand même vraiment beaucoup de cases. Génial. Avant de comprendre un peu plus le parcours, est-ce que tu peux maintenant nous dire, on a teasé le mot Climate Dividend, Dividend Climat depuis le début, qu'est-ce que c'est ? C'est une bonne question. Donc les Climate Dividends ou dividendes climat en français, c'est ce que je disais, c'est le miroir d'un dividende financier pour le climat. L'idée, c'était de se dire, aujourd'hui, quand tu es une entreprise qui réussit économiquement, qui dégage un bénéfice, une marge, à terme, tu vas pouvoir distribuer des dividendes financiers à tes actionnaires. C'est de l'argent, un dividende financier, mais c'est aussi, si on repense un peu à ce que c'est au départ, c'est une preuve de création de valeur. Une start-up, au départ, elle ne crée pas de valeur économique, du coup, elle ne distribue pas de dividendes financiers. Et l'idée, c'était de se dire, pourquoi il n'y a pas la même chose pour une entreprise qui réussit climatiquement ? Et ce qu'on veut dire par réussir climatiquement, c'est assez important. C'est pas tant une entreprise qui fait moins mal, qui réduit son empreinte carbone, ce qui est important et nécessaire à plein d'égards de faire ça. Mais là, nous, ce qu'on cherche à regarder, c'est vraiment les entreprises qui déploient des produits ou des services qui aident les autres et donc l'économie à se décarboner.
Si on prend un exemple très simple, si tu fais une pompe à chaleur, tu pollues pour la faire, cette pompe à chaleur. C'est pas une opération du Saint-Esprit. En revanche, a priori, quand tu la vends, quand tu l'installes chez des utilisateurs, chez des clients, tu les aides, eux, à se décarboner, puisqu'à la place, ils auraient utilisé quelque chose de plus polluant, comme du gaz ou autre. Et donc, c'est cette contribution climatique, cette création de valeur climatique qu'on cherche à mesurer, parce qu'aujourd'hui, ça, c'est très peu pris en compte. Et aujourd'hui, quand tu es une entreprise qui fait des pompes à chaleur, on te parle de ton bilan carbone. Et du coup, tu peux être un peu frustré parce que tu es là, oui, c'est vrai, et c'est important, mais je sers à quelque chose d'autre aussi. Des positives voilà. Et même côté financeur, alors soit tu n'en as rien à faire de l'impact, et à la limite, le problème est peut-être réglé, soit, et c'est quand même de plus en plus le cas, tu as envie de venir identifier c'est quoi les solutions qui servent à quelque chose. Et aujourd'hui, il y a très peu de reporting, de cadres qui permettent vraiment de bien identifier et valoriser cette contribution positive. Et donc, très concrètement, un dividende climat, c'est une mesure standardisée de cette contribution climatique positive. Donc, c'est une tonne de CO2 évitée que tu permets d'éviter à tes clients, qui est mesurée avec un protocole très clair, qui est vérifié par un tiers indépendant, et qui ensuite, on convertit ces tonnes de CO2, une tonne de CO2 en un dividende climat, c'est symbolique, qu'on va ensuite pouvoir distribuer aux financeurs de l'entreprise, au prorata de leur détention de la valeur de l'entreprise. Donc, c'est à la fois une mesure standardisée et une manière de créer un lien entre cette création de valeur climatique et un financement derrière. Et ce protocole, c'est vous qui l'avez pensé ? Alors, oui et non, puisqu'on part pas de rien et l'idée, c'est pas de réinventer la roue tout le temps. Le protocole, il s'appuie sur globalement cette notion d'émission évitée. Donc, qu'est-ce que tu aides les autres à éviter comme émission ? Mais il vient standardiser ça encore plus et préciser certaines choses. Parce que sur ce contexte-là, il existe beaucoup de guidance qui sont top, mais qui finissent quand même souvent par tant que c'est justifié, on peut faire pas mal de trucs. Mais si tu veux créer un standard, un truc comparable, il y a un moment, il faut accepter de trancher, sans dire que c'est parfait, mais au moins dire que c'est comparable. Donc, on s'appuie sur un écosystème qui existe, mais on vient essayer de préciser, et puis notamment de le préciser par secteur. Ça veut dire quoi très concrètement pour l'énergie thermique, pour la mobilité, etc. Et on a un comité scientifique de 12 experts et expertes indépendantes. Et par exemple, en fin d'année dernière, on a fait une grande consultation publique internationale sur le protocole pour le challenger. On essaye vraiment d'avoir une approche le plus collaborative possible. Et puis, tous ces documents sont transparents en open source, donc ça aussi encourage énormément à la critique et à l'amélioration continue. Et c'est vrai que vous avez développé du coup ce modèle open source, non-profit. Pourquoi ? Enfin, est-ce que je vois bien le bénéfice. Est-ce que c'est pour plus d'adoption ? Est-ce que c'est Ouais, non, mais c'est une super question. Moi, je me suis vraiment posé la question puisqu'on m'a un peu donné ce concept et on m'a dit, t'en fais entre guillemets ce que tu veux. Et du coup, je me suis demandé, c'est quoi la bonne forme juridique et organisationnelle pour porter ce projet ? Et il y a 2 raisons principales qui ont fait qu'on a choisi un statut associatif, donc loi 1901, d'intérêt général, but non lucratif. Le premier, c'est que la mission de l'asso, c'est vraiment de créer des nouveaux indicateurs qui peuvent être valorisés autant que les aspects financiers. Et donc, de changer le paradigme de la création de valeur. Et ça se vend pas vraiment, ça se monétise pas. Et il y a beaucoup de dangers à essayer de faire ça. Et donc, je voulais vraiment qu'on puisse, notamment sur les modèles de mesure, être le plus enfin, tu vois, pas de conflit d'intérêts, pas de biais, etc. Et puis aussi être conscient que peut-être demain, en fait, si le dividende climat, il se répand partout, en fait, nous, on peut peut-être disparaître, on ne servira peut-être plus à rien. Ce qui n'est pas toujours facile si tu es une entreprise à but lucratif, qui a vocation, enfin, tu vois, qui est engagée. Donc ça, c'est la première chose. Par rapport à la mission, ça me semblait être beaucoup plus au service d'eux, d'être à but non lucratif. Et la deuxième, c'est que pour réussir notre mission, nous, on a absolument besoin de travailler avec énormément d'acteurs, dont énormément d'acteurs qui sont concurrents dans la vraie vie. Plein d'investisseurs concurrents, plein de boîtes concurrentes, plein de cabinets de conseil qui vont délivrer la méthode, etc. Et ça, c'est quand même plus facile si toi-même, tu es plus un acteur fédérateur avec moins de biais. Et donc voilà, c'est ces 2 raisons qui font qu'on s'est dit que c'était... Et j'avoue qu'à titre perso, le fait de pouvoir être hyper entrepreneurial et 100% impact, pas drivé fric, je trouve ça assez incroyable. C'est le meilleur des mondes. Ah ouais, c'est assez... Il y a d'autres, évidemment, enfin tout n'est pas parfait, mais par rapport à ça, c'est vraiment très agréable et intellectuellement, moi, ça me correspond hyper bien, quoi. Du coup, dans ton parcours d'entrepreneur, est-ce que il y a beaucoup de choses similaires sur ta partie entrepreneuriale précédente, alors même si maintenant tu as l'expérience de celle-ci, par rapport au fait de diriger du coup une association à but non lucratif d'un point de vue entrepreneurial, est-ce qu'il y a des similitudes, des grosses différences
Alors, je dirais que non, il y a beaucoup de similitudes. Après, c'est peut-être parce que moi, du coup, je dirige aussi cet asso. Enfin, je fais pas beaucoup de différence dans la manière de diriger l'asso en termes de fonctionnement, en termes d'outils, avec ce que je faisais quand je dirigeais une start-up. En revanche, en termes d'objectifs, de KPI, c'est beaucoup moins d'argent, beaucoup moins. Il y a des choses qui évidemment changent en termes d'évaluation et de tracking. En revanche, en termes de mode organisationnel, de méthode, de manière de se transformer, non, c'est hyper similaire. Tu as recruté une équipe, peut-être ? Ouais, aujourd'hui, on est 4 en opérationnel. Après, alors ça, c'est pour le coup une spécificité. Typiquement, on a des bénévoles, on a un conseil d'administration, on a le comité technique. Donc, on a quand même une gestion d'écosystème, je dirais, de parties prenantes qui sont pas juste des partenaires au sens business du terme, qui sont des êtres humains, des personnes qui sont plus ou moins impliquées, dont l'implication peut varier. Ça, c'est un peu différent par rapport à quand même... c'est rare les startups. Après, bon, il y a des gens comme Team for the Planet qui ont des communautés énormes, et voilà. Mais disons, c'est plus une spécificité de ce monde impact et ONG qui est un peu différente, qui était pas évidente. C'est pour ça que par exemple, moi, j'ai beaucoup tardé à avoir des bénévoles parce que j'avais pas envie aussi. Enfin, je voulais bien le gérer. Je trouve que quand ça prend du temps. Voilà, quand on sollicite des gens qui nous donnent du temps gratuitement, enfin, il faut aussi que ça soit intéressant et utile pour eux et que c'est pas juste de la ressource que tu prends et que tu cales dans un trou parce que toi, ça t'arrange à ce moment-là. Enfin, et du coup, fallait pas le faire à moitié. Donc ça, c'est un apprentissage assez différent, mais qui est hyper enrichissant aussi. Et même ma relation, je dirais, au conseil d'administration et au comité stratégique, qui sont un peu, moi je les appelle mon advisory board, c'est je pense mon passé plus entrepreneuse classique, parce que c'est pas forcément des termes très start-up. Je trouve qu'elle est assez différente. En tout cas, c'est un peu comment j'aurais imaginé une relation idéale avec des investisseurs, parce qu'ils sont plus venus dans ce projet parce qu'ils y croient, et donc je sens qu'ils sont contents que je m'en occupe aussi, et du coup il y a une relation beaucoup plus collaborative, de confiance très forte. Donc moi, ça m'arrive de leur dire en board, en fait, là, voilà ma roadmap, il y a trop de trucs, je suis incapable de faire tout ça, donc l'objectif aujourd'hui de ce board, c'est comment on enlève des choses, quoi. Et je ne sais pas si j'aurais été aussi à l'aise avec des investisseurs financiers d'être transparente là-dessus. Plus de transparence. Peut-être que c'est un nouveau mode de gouvernance aussi qui peut être répliqué d'une certaine manière. Ouais, en tout cas, je pense qu'il y a des choses hyper intéressantes à travailler. Et globalement, moi, c'est un truc que je trouve qui m'interroge pas mal, c'est que je trouve qu'on a des modèles très clairs, que ça soit juridique, financier ou même organisationnel, quand tu veux faire du pur lucratif. Très clair quand tu veux faire du vraiment pur, très associatif. Je fais des dons, je sais pas, la soupe populaire, c'est super. Dès que tu es dans un entre-deux, nous, on est quand même une association hyper innovante, entrepreneuriale, qui est très mêlée avec du privé, mais qui en même temps est très au clair sur l'open source, 100% impact. Et ben, en fait, c'est quand même un peu un no man's land où il n'y a pas énormément de choses. Et donc, il y a beaucoup de choses à inventer sur les modèles d'affaires, entre guillemets. Donc, c'est à la fois très intéressant et parfois pas très pratique parce que tu peux pas juste rentrer dans un track comme tu peux le faire. Je sais pas, moi, avant, ma boîte, c'était du SaaS. Bon, c'est une autoroute. T'y arrives pas, c'est un autre débat. Mais tu as quand même plein de trucs où tu sais des milestones à valider. Des outils, des modèles à reproduire. Et dans les startups qui utilisent, je ne sais pas si on peut utiliser le mot utiliser, les utilisateurs, tout à fait. Utilisateurs, est-ce que tu as quelques exemples et à quel point c'est le scope est varié? Ouais, là, en gros, on a fait 2 ans de phase pilote et volontairement, on a voulu faire un truc très varié, que ça soit en termes de start-up, donc de taille, on a des start-up, des grands groupes, en termes de secteur, pour montrer que c'était bien pas juste une histoire de start-up VC dans l'énergie. Donc en start-up, on en a certaines de Daphne, on a Give, par exemple, 15. On a aussi en discussion avec Upcycle cette année, par exemple. Il y a pas mal de startups là-dessus. On a des plus grosses scale-up. Je pense à Vestiaire Collective, par exemple. On a des PME, notamment dans la rénovation dans le bâtiment, ou des ETI, des Acorus, des Léon Grosse, des choses comme ça. Et après, on a des grosses boîtes comme Decathlon, par exemple, qui viennent essayer aussi d'accompagner plus leur transition pour valoriser des nouvelles activités décarbonantes. Donc, c'est hyper varié. Voilà. Après, cette année, maintenant, on est plus dans une phase de déploiement. Là, on a 4 grands focus, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas le reste, mais les gros focus qui vont être les classiques, électricité renouvelable, énergie thermique, rénovation, mobilité. Et après, on fera aussi déchets, circularité. Il y a pas mal de travail. Et tu vois, depuis 2022, une accélération côté utilisateur et un souhait de vraiment prendre le truc à bras-le-corps? Ouais, il y a vraiment, donc on a vraiment lancé officiellement début 2023.
Déjà, entre la première année et la deuxième année, il y a eu beaucoup plus d'utilisateurs. La première année, on en avait 13, la deuxième, une trentaine. Donc, c'est quand même une belle augmentation. Et ce qu'on voit aussi pas mal, je pense que Daphne en est aussi un bon exemple, même si Daphne, c'était dès le début que vous aviez assez soutenu l'initiative. Mais nous, on a de plus en plus d'investisseurs qui deviennent moteurs, qui en parlent, qui réfléchissent à comment le généraliser vraiment à l'échelle de leur process, soit de due deal, soit de reporting, soit de valorisation. À le pousser à leur boîte. Voilà, ou de le pousser. Donc, il y a une démarche de plus, que ça vient plus du monde financier, que ça se généralise plus. Donc ça, c'est plutôt assez positif comme déploiement. Et les critères d'éligibilité un petit peu d'une boîte, est-ce qu'il y a des business qui rentrent dedans, d'autres qui rentrent pas Oui, en gros, dans les critères d'éligibilité, on a 2 niveaux. Il y a vraiment un au niveau de l'entreprise, qui est, dans tous les cas, il faut qu'elle ait fait son bilan carbone. C'est plus une histoire de transparence et pour éviter tout greenwashing. Et quand on est des plus grosses entreprises, donc on est au-dessus, en seuil de SM, pas small and medium entreprise, il faut que tu aies un... Voilà, PME, je sais pas pourquoi. Merci, en plus j'ai dit 3 fois le mot PME jusqu'à là. Il faut que tu aies un plan de transition, pas forcément SBTI, ça peut être plein d'autres choses. Ce que ça veut dire, c'est que globalement, si tu es par exemple une entreprise pétrolière, ça n'existe pas un plan de transition crédible, donc tu peux pas. En revanche, j'ai cité Decathlon, c'est loin d'être une entreprise parfaite qui fait que des solutions climatiques. Mais même les boîtes dans le bâtiment, puisque nous, ce qu'on voulait, c'est aussi pouvoir avoir des entreprises qui sont quand même engagées dans une démarche crédible globalement et qui ensuite essayent de déployer des nouvelles activités et de changer leur business model. Parce que les startups parfaites, innovantes, c'est super, on en a besoin, mais on a aussi besoin de changer le tissu actuel. Donc ça, c'est à l'échelle de l'entreprise. Et après, à l'échelle des activités, ce qu'on vient vraiment regarder, c'est une activité qui est décarbonante. Donc, on s'appuie soit sur l'éligibilité à la taxonomie européenne, soit être cité dans les solutions du GIEC, par exemple. Ça couvre quand même pas mal de choses. Et après, on va juste demander aux entreprises de faire alors c'est un terme un peu barbare, mais du do no significant harm. C'est un truc qui vient de la réglementation européenne, qui dit juste, je suis conscient de mes autres impacts au-delà du carbone, pour être sûr qu'on n'est pas non plus avec des œillères, un truc super, mais qui crache du plastique dans tous les sens sans avoir même un plan de mitigation ou quoi que ce soit. Ouais, qui pourrait abîmer l'écosystème, mais être bénéfique pour le climat. Et pour avoir un peu de concret, par exemple, Decathlon, ça serait quoi leurs activités décarbonantes ? Ouais, concrètement, Decathlon, ce qu'on a regardé, c'est la vente de vélos en ville. Tu vois, par exemple, les cargos, les vélos cargo que tu vois. Et sur la mobilité, ce qu'on regarde, c'est à quel point il y a ce qu'on appelle du report modal. Donc, tu te déplaces plus dans un truc thermique, mais sur un vélo. Et ensuite, il y a eu un renoncement à la motorisation, à l'achat d'un véhicule. Donc, typiquement, la plupart des vélos, non, mais un vélo cargo, ceux où tu peux mettre vraiment des enfants, des courses, etc. Pour une certaine nombre de personnes en ville, ça a fait au renoncement de l'achat d'une voiture. Donc, tu viens mesurer ça. Mais typiquement, il y a plein d'autres activités qui sont évidemment pas décarbonantes. Et d'autres qui sont décarbonantes, la réparation. Voilà, ça pour l'instant on les a pas encore, mais on travaille sur venir voir quelles autres activités. Et l'idée c'est de se dire, demain, en fait, si ces nouvelles activités qui au départ font forcément un peu moins de chiffre d'affaires parce qu'elles sont nouvelles, qui font forcément plus du bilan carbone qui croît puisqu'il y avait rien avant, donc on part de zéro. Si t'arrives pas à les valoriser et si t'arrives pas à les comparer, est-ce qu'il vaut mieux faire de la réparation ou de la location ? Par exemple, c'est difficile de prendre des bons choix, de piloter ton activité, puis c'est difficile d'embarquer, que ce soit tes employés, ton COMEX, tes investisseurs, si tu leur dis juste ça c'est une nouvelle activité, c'est plus polluant et puis ça fait pas de chiffre d'affaires. Super, allons-y alors. Et il y a quand même besoin d'arriver à rendre ça plus tangible et à le valoriser. Et tu sens qu'il y a aussi un engouement qui va au-delà des frontières ? Est-ce que ça commence à porter sa voix un peu à l'international ? Ouais, tout à fait. Donc, effectivement, l'initiative, depuis le départ, elle a vraiment une vocation très internationale, pas du tout franco-français. D'ailleurs, toujours pas de site en français, par exemple. Ce serait peut-être pas mal, mais voilà. Il y a un historique assez fort français parce que, effectivement, les cofondateurs, les cofondateurs et l'écosystème l'étaient un peu plus, et qu'il y a quand même un effet aussi boule de neige, tu vois, recommandation de tes pairs qui fonctionne assez bien. Néanmoins, il y a déjà dans notre comité technique, par exemple, sur l'aspect scientifique et le lien avec toutes les autres initiatives de cet écosystème, c'est très international depuis le départ. Et dans les utilisateurs et dans les fonds, on a de plus en plus d'échanges. Je dirais honnêtement, avec un prisme qui est quand même plus européen encore à date.
il y avait un peu de fonds américains. On n'a pas choisi de mettre un énorme accent là-dessus et je pense que vous comprendrez pourquoi. Voilà. Mais de plus en plus, notamment au UK et en Scandinavie, pas mal d'acteurs et d'entreprises. Et on a aussi des pistes au Québec parce qu'on a quelques acteurs qui sont hyper intéressés là-dessus. Donc, c'est assez intéressant aussi. Et c'est quoi un peu la vision moyen terme, long terme, côté international? J'imagine ça fait partie de la vision, mais... Ouais, bien sûr. La première vision, c'est vraiment d'essayer de généraliser le dividende climat, donc à l'international, je dirais OCDE et au moins Europe, comme un mécanisme de marché, très reconnu. Donc vraiment croître significativement le nombre d'utilisateurs donc ça veut dire entreprises et investisseurs, mais aussi le cranter le plus possible dans des réglementations. Alors soit, idéalement, si elles ne sont pas toutes détricotées d'ici là, dans des réglementations européennes type CSRD, qui aujourd'hui vient pas trop regarder la partie positive. Non. Donc on a un travail de plaidoyer en amont, de faire que la partie positive soit déjà considérée, pour qu'ensuite le dividende climat puisse être un des outils qui soit regardé. Mais ensuite, tu as aussi de la réglementation un peu privée, travailler avec les agences de notation, ou même des choses comme le SBTI, comme certaines initiatives de mesure de la contribution, etc. Et donc l'idée, c'est que demain, le dividende climat, il soit cranté là-dedans pour être utilisé. Une adoption globale, quoi. Une assez globale. Généralisée. Que ça devienne un peu un réflexe et que ça soit plus une option pour, évidemment, quand il y a une contribution climatique à valoriser, évidemment. Et surtout que ça devienne un élément qui rentre en compte dans la valorisation financière des entreprises. Ça, c'est un peu notre vraie ambition. Ouais. Et pour ça, nous, on parle souvent d'une sorte du goodwill. Je sais que quand j'ai revendu ma boîte, par exemple, j'ai essayé de valoriser le goodwill, la marque de ma boîte, qui est quand même un truc réel, mais qui est pas facile à quantifier. Et donc aujourd'hui, il y a plein de gens qui parlent de ce sort de goodwill climatique, en mode toute chose égale par ailleurs. On serait prêt, en théorie, à payer un peu plus cher pour une entreprise qui a un impact climatique positif. Mais en fait, comme on ne sait pas très bien comment le quantifier... Valoriser, on a du mal à... Et puis surtout, si on est très honnête, sans vouloir faire d'offense aux financeurs que j'ai en face de moi, en fait, en tant que financeur, on ne veut pas être le seul à le payer. Parce que sinon, ça ne s'appelle pas un goodwill, ça s'appelle « c'est fait avoir ». Donc, du coup, l'idée, c'est de se dire que la capacité d'une entreprise à générer des dividendes climat ou à avoir, un bon climate return on investment, donc euro investi vs climate dividend, c'est une manière déjà plus simple de le quantifier pour lui donner une valeur. Mais surtout, c'est plus facile de se dire tout le monde va partager le même, on a une méthode partagée. Donc, il y a plus de chances que si moi, Daphne, je mets un prix sur ce climate goodwill, vu que, Serena, ils connaissent aussi ces méthodes et ils les regardent, ils vont aussi peut-être les payer. Et donc, je vais pas me retrouver à dire, j'ai surpayé quelque chose. Donc ça, c'est vraiment un peu l'ambition sur le dividende climat. Et après, il y a vraiment toute une part de la mission de l'asso qui va en fait bien au-delà de juste le climat et l'equity. C'était vraiment un truc important pour moi quand on a posé les fondamentaux de l'asso, c'était de se dire, nous, on veut contribuer au financement de la transition au sens large et devrait donc, pour que les mesures d'impact soient plus comprises, utilisées et valorisées par les mécanismes de financement au sens large. Je fais beaucoup de trucs au sens large, mais parce que c'était important de se dire que ça rentrait dans un contexte plus global. Donc là, on a ce premier focus climat-equity, mais demain, on peut aller voir, et là, on commence déjà à regarder la dette, par exemple, pas que sur toujours le climat, et puis demain, vraiment, ou après-demain, peut-être la biodive, les ressources, etc. Puisque nous, on est assez convaincus qu'à l'échelle de l'évaluation et du mécanisme, il faut que ça soit précis, sinon ça devient assez vite le truc green, un peu bullshit, ou je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais en revanche, à l'échelle de l'évaluation globale, là, il faut une approche plus holistique sur l'impact et sur impact et économie, évidemment. Trop bien, hyper intéressant. Ça te donne une belle feuille de route. Un grand terrain de jeu. Et du coup, au niveau de la gestion de l'équipe, en gros, après, il y a une volonté de croître encore ou, alors, je me dis en fonction des étapes franchies. Mais... Oui, bien sûr. Il y aura forcément besoin de faire un peu croître l'équipe parce que c'est quand même important d'internaliser avec un peu deux pôles. Il y a toute la partie, on va dire, externe, déploiement, embarquement d'utilisateurs. Et puis après, il y a la partie vraiment suivi des claims, que ce soit très technique, méthodo ou même juste process, outils pour permettre de garantir la traçabilité, la transparence. C'est quand même des enjeux assez importants pour nous. Mais je dirais que l'idée, c'est pas de devenir une boîte, donc non, c'est sûr, c'est pas de devenir une boîte, de devenir une asso de, je sais pas, 2000 personnes, même de 200 ou 200. C'est beaucoup plutôt
de s'insérer dans un écosystème. Tu vois, d'avoir des relais. Exactement. Tu vois, là, typiquement, on lance cette année un programme de ce qu'on a appelé des partenaires référencés. Donc, c'est des bureaux d'études ou des cabinets de conseil qui veulent pouvoir accompagner leurs clients, donc entreprises ou investisseurs, dans la mesure de cette contribution climatique positive, en respectant le protocole des dividendes climat, en remplissant le formalisme et en pouvant leur permettre d'être audités, etc., pour pouvoir déployer un peu vos porte-parole, à plus grande échelle. Voilà, ça a un double intérêt, c'est que comme ça, tout le monde utilise les mêmes méthodes, on gagne tous de temps, on œuvre tous pour la standardisation. Eux, ça leur permet d'enrichir aussi ce qu'ils ont à proposer à leurs clients. Et nous, ça nous permet de nous déployer sans avoir à recruter 45 ambassadeurs, etc. Et c'est très clair. Et du coup, je me demandais quand même sur un dernier volet, c'est les pouvoirs publics. Oui. Alors, il y a l'ADEME, mais bon, l'ADEME, c'est une agence indépendante. Mais je parle des pouvoirs publics en place. Est-ce que tu sens qu'il y a quand même une oreille attentive, ou en tout cas qu'il y a une volonté peut-être de partager cette méthode, ce standard? Oui, alors c'est une question à double tranchant. Parce que déjà, ça dépend à quel niveau tu parles des pouvoirs publics, donc il y a le niveau national ou européen. Les fonds souverains aussi, les investisseurs souverains et au ministère quand même. Ouais. Disons que d'un point de vue très ministère politique, il y a quand même plutôt un intérêt. L'ADEME, c'est indépendant, mais typiquement, l'ADEME Investissement, c'est quand même un bras armé. Et, tu vois, typiquement, l'ADEME Investissement a investi dans Team for the Planet, sans TRI financier, avec le seul TRI du dividende climat. Donc, c'est quand même une première reconnaissance assez forte. Ouais. En termes de montant, ça reste anecdotique. En revanche, en termes systémiques, c'est quand même vraiment intéressant. Donc, il y a plutôt un bon intérêt. Ça veut pas dire que le niveau de changement de l'équipe politique aide à pousser une stratégie assez long terme là-dessus. Mais en tout cas, il y a plutôt des bonnes réceptions au premier rang. Et à l'échelle européenne, on a commencé à échanger avec un certain nombre de députés sur ces sujets, etc. Donc, il y a plutôt des bons retours. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un point de vue assez pragmatique. Là, on a fait le choix, en ce moment, tout de suite, de pas mettre un énorme paquet plaidoyer. C'est pas un timing hyper opportun. Et après, sur le côté plus fonds institutionnels, etc., on a plutôt des bons retours. Tu vois, hier, je parlais à la Caisse des dépôts. Au Caisse des dépôts, il y a 40 000 personnes. Donc, chaque fois, j'essaie de comprendre où est-ce que je suis en train de parler au sein de la Caisse des dépôts. Ou même, je mentionnais le Québec. On a parlé on est en échange avec des gros fonds au Québec là-dessus. Il y a plutôt des très bons retours de départ. Après, c'est des gros mastodontes. Donc, en fait, ça met un peu de temps à se décanter, quoi. C'est toujours un jeu entre il faut absolument avancer quand même vite pour prouver, pour faire avancer les choses, parce que moi, c'est ce que j'aime bien faire. Et en même temps, on est quand même sur un truc assez systémique, assez de fond. Construire des relations de long terme. Créer une confiance, montrer des résultats, leur laisser le temps de finir le plan de 3 ans qu'ils avaient fait. Et de toute façon, on ne pourra pas changer avant la fin des 3 ans. Donc, il faut aussi accepter que c'est quelque chose qui est forcément sur le temps long. On n'est pas, et ça, pour le coup, ça distingue quand même, ça se différencie quand même pas mal par rapport à peut-être des cycles, en tout cas historique d'investissement plus classique, plus court. Où on n'est pas sur un projet quick win en 3 ans, merci, dividende climat, on passe à autre chose, quoi. Bien sûr. C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir avoir cet enjeu écosystémique, de fédérer autant d'acteurs. C'est plutôt rare. Ouais, après c'est hyper chouette, mais c'est du coup une sorte de coordination de projet à l'échelle tout le monde. Il faut faire avancer tout le monde d'un petit pas et ça permet de. Voilà. Mais pour l'instant ça prend plutôt bien, donc écoute, on verra. Mais eh bien, merci à tous les deux. Laura, est-ce que tu as un dernier mot? Est-ce que tu veux profiter de ce micro pour transmettre un message? Je sais pas. Je pense que peut-être c'est de dire que nous, aujourd'hui, on est en plein déploiement. Donc, tous les fonds, toutes les entreprises qui ont envie de s'inscrire dans cette démarche, de mieux mesurer, de mieux valoriser et de faire partie de ces toutes petites personnes qui font que l'écosystème globalement bouge, il faut pas attendre que les autres bougent. C'est comme le triangle de l'inaction pour l'écologie de manière globale. Là, c'est vraiment exactement pareil. Si les entreprises disent « Ah oui, mais j'attends que mon fonds en parle », ou si le fonds dit « Ah j'attends que la réglementation en parle », et la réglementation dit « Ah j'attends que les entreprises m'en parlent », voilà, dans 5 ans, on peut faire le même podcast et il ne se sera rien passé, quoi. Donc chacun peut être un petit pionnier. C'est plus efficace qu'à l'individuel, parce qu'on est à l'échelle entreprise, ça reste petit, mais petit à petit, ça fait bouger les choses. Ouais. C'est une belle conclusion, on se revoit dans 5 ans alors pour voir ce qui s'est passé. Avant, je pense. Merci à tous les deux, en tout cas. Merci beaucoup, Laura. Merci Sophie. À très vite.